Donc, je vais passer le relais à Nathalie Boyer qui va, après ces superbes exposés sur les énergies renouvelables, nous faire intervenir 3 intervenants sur les nouvelles énergies. Donc on se lance nous-mêmes des défis entre énergies renouvelables et nouvelles énergies. Nathalie. Merci beaucoup. Alors, pas de scoop, hein, pas de nouvelles énergies que vous ne connaissiez pas, mais que vous ne connaîtriez pas plutôt. Mais on va parler dans cette table ronde d'innovation pour augmenter la résilience. On va parler aussi de nouvelles technologies et puis de prospective. Donc, on va aller carrément directement dans le sujet. Et j'appelle ma première intervenante, Madame Catherine Leboul-Proust, de GRDF, directrice stratégie, à venir me rejoindre. Alors, je disais qu'on ne va pas parler de nouvelles énergies, on va reparler de biométhane, Catherine. On va reparler de biométhane, même si c'est une nouvelle ENR, on en a quand même parlé dans les énergies traditionnelles, on en a beaucoup parlé, même si ça rime avec économie circulaire, ça rime aussi avec innovation territoriale. Et je te laisse la parole pour que tu nous décrives tout cela. Excellent. La télécommande ne marche pas, on vient de me le dire, il faut que tu fasses des petits signes vers le haut pour avoir tes slides. Là-haut. Oui. Ok, je ferai ça. On te suivra. Okay, très bien. Tu as le micro. Ok. Bon, bonjour à toutes et à tous. Merci Nathalie pour cette introduction. Merci Myriam pour cette invitation à la Fondation et à toute l'équipe. Effectivement, le gaz renouvelable a été un fil rouge de Arnaud Leroy qui en parlait comme un facteur clé de décarbonation de l'économie, de l'étude Enea et des propos sur l'hydrogène et encore de Primagaz. Ce que je vous propose, comme on est dans le cadre d'université, c'est de vous apporter, en complément de ce qui a pu être dit, quelques éléments un petit peu pédagogiques sur de quoi on parle, sur gaz renouvelable, où en est-on, quelles peuvent être les perspectives. Et puis surtout, moi je travaille à GRDF depuis 2 ans et demi, je suis en tant que témoin, acteur aussi du démarrage de cette filière, partager avec vous un certain nombre de questionnements sur la façon dont les choix, les décisions peuvent être prises au regard des ENR. Donc rapidement, effectivement, pour les acteurs de la filière gaz, alors c'est la dame en blanc là-haut. Je fais comme ça. Je fais comment? Je fais comme ça. Comme ça. Si vous pouvez, on va. Alors, on va peut-être aller. Oui. Bah alors, voilà. On va peut-être rester là-dessus. Donc, gros enjeu pour tout le secteur gazier. Vous avez, bon, la cause est entendue. Les fossiles doivent diminuer. On s'en en débarrasser. La solution, on l'a trouvée. Elle réside dans la petite pomme que vous avez vu passer, dans du brocoli, des pommes de terre et aussi dans quelques bousses de vache, puisque effectivement, de plus en plus de technologies montrent qu'on peut se passer progressivement du gaz bleu dit fossile, celui qu'on extrait depuis dans des pays lointains et qu'on achemine par grands gazoducs vers les consommateurs en Europe, en France, par du gaz produit localement à partir de différentes technologies, de différents produits, mais surtout dans des boucles d'économie circulaire, et notamment à partir de déchets agroalimentaires, des déjections animales, des résidus de culture. Donc c'est cette boucle d'économie circulaire dont je vais vous parler. Alors, quelques points de repère, si on peut avancer. Voilà. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle de gaz renouvelable? Ça recouvre 3 segments. Ce qu'on appelle le biométhane. Donc, le biométhane est un gaz renouvelable issu de ces circuits courts de boucles circulaires au niveau des territoires qui passent par la méthanisation de déchets agricoles, alimentaires, de bouts de steppe, par exemple. Vous le voyez là. On parle de gazéification. La gazéification, c'est une technologie qui va arriver, qui est moins mature que celle du biométhane et qui porte effectivement sur la création de gaz renouvelables à partir de la combustion de biomasse sèche. Le 3e gaz renouvelable dont il est question, c'est le power to gas, qui renvoie aux questions et aux enjeux d'hydrogène qui a été soulevé par Thierry Lepercq, qui consiste en fait à transformer des électricités renouvelables intermittentes qui ne trouvent pas de solution de stockage en hydrogène et à les injecter dans les réseaux de transport ou de distribution de gaz. Alors, où en est-on sur ces 3 nouveaux gaz? Le biométhane est aujourd'hui le segment qui est le plus développé. Sur la gazéification, on est à des stades d'expérimentation et sur le power to gas également. On a par exemple un démonstrateur en Hauts-de-France où on teste effectivement aujourd'hui le recyclage de NR électrique qu'on n'arrive pas à stocker
qu'on transforme en hydrogène et qu'on injecte à hauteur aujourd'hui de 20% dans les réseaux de distribution de gaz. On est aujourd'hui sur une filière qui est relativement jeune, émergente, mais qui est en plein essor, en pleine dynamique, pour différentes raisons. On a plus 75% de volume injecté de 2017 à 2018. On est à 1 TWh, donc ce n'est pas beaucoup. L'objectif de la PPE actuelle est à 8 TWh en 2023. Et les perspectives et les projets qui sont aujourd'hui dans les flux de projets portent ce volume à 16 TWh, donc soit le double de l'objectif fixé par les pouvoirs publics à 2023. On sent une réelle appétence des territoires qui voient une solution au traitement des déchets, des potentiels de création de valeur. Je n'y reviens pas, Inéa les a largement commentés. Et donc des territoires qui, à ce stade, ont inscrit dans les PCAET et les SRADET qui sont validés des objectifs de développement de ces nouvelles ENR qui vont au-delà des objectifs fixés par les pouvoirs publics au niveau national. Alors, si on peut avancer, voilà. Quelque part, cette filière jeune et émergente, qui est effectivement sur une forte dynamique au regard des enjeux de décarbonation sur lesquels nous mobilisons tous, en fait, a plusieurs avantages. Premier avantage, ça réduit effectivement de façon assez massive et drastique les émissions de gaz à effet de serre, puisque là, je prends l'exemple du biométhane. On est sur un rapport de 1 à 10, c'est-à-dire que le biométhane permet de réduire par 10 les émissions qui sont générées par le gaz dit fossile, le gaz naturel. Deuxième point, que ça contribue effectivement à la flexibilité des systèmes énergétiques. Troisième point, ça réduit la dépendance énergétique. Vous savez que sur le gaz naturel, on est sur une énergie qui est essentiellement d'importation. La France est très peu productrice de gaz naturel et en redevenant productrice à partir des territoires, effectivement, c'est quelque chose qui peut avoir un impact très positif sur la balance commerciale. On estime à des économies pouvant aller jusqu'à 2 milliards d'euros économisés si on pouvait développer à hauteur de 90 TWh à 2030 les volumes de biométhane. Il y a énormément d'avantages intrinsèques puisque c'est une énergie dont la production ne nécessite pas de solution de stockage, puisque cette solution existe à travers les infrastructures de gaz qui existent, qui sont largement financées, rentabilisées, amorties. Et donc tout ce volet, cet enjeu de stockage qui est très spécifique aux énergies renouvelables, est là dépassé, puisque cette nouvelle ENR peut bénéficier des infrastructures de stockage existantes et éviter effectivement de renchérir des coûts supplémentaires d'investissement sur les solutions de stockage. Et puis effectivement, il y a effectivement tous les enjeux de création de valeur, que ce soit en termes de réponse apportée au traitement des déchets, de bénéfices agroécologiques, c'est ce que l'étude Enea démontrait, je n'y reviens pas, et c'est aussi des promesses d'emplois locaux, non délocalisables. C'est très important quand on développe des filières aussi de s'interroger de la création de valeur au niveau des territoires. Et donc on estime, ce qu'on observe, c'est la création aujourd'hui par site de 3 à 4 emplois locaux. Et on estime, une dernière étude est sortie montrant qu'on pouvait, sur les volumes et les trajectoires de volume que l'on voit et des dynamiques territoriales, aboutir à une création d'emplois qui varierait entre 20 000 et 53 000 emplois. Donc voilà, alors si on peut juste avancer, je voudrais juste vous donner quelles sont les perspectives, qu'est-ce qu'on peut attendre. Est-ce que c'est quelque chose qui émerge, c'est quelque chose qui est marginal ou est-ce que ça pourrait prendre de l'ampleur? En fait, une étude de l'ADEME a été menée il y a à peu près 1 an et demi, je vous recommande de la lire, qui s'interrogeait sur les conditions possibles de développement du gaz renouvelable et qui concluait au fait, selon certaines hypothèses, à ce qu'un 100% gaz renouvelable pouvait être envisageable à l'horizon 2050 avec une répartition, vous voyez, relativement équilibrée entre les 3 segments de gaz que je vous ai décrits. Et si on peut avancer, et voilà, je ne vais pas le détailler, avec effectivement un potentiel de ressources existantes pour y parvenir au niveau des territoires disponibles et des technologies aujourd'hui qui existent, notamment pour le premier segment, et des infrastructures gaz qui existent, qui sont largement amorties et tout à fait disponibles. Donc juste en conclusion, peut-être partager avec vous, au-delà de ces éléments factuels, si on peut avancer, ce sera mon dernier slide, voilà. Quelques éléments, bon, les facteurs clés de succès, non, alors si on peut revenir avant, voilà, non, voilà, non, avant,
Voilà, je m'arrêterai là. Voilà, si on peut. Donc, les facteurs clés de succès, c'est effectivement la question de coût. Même si c'est une nouvelle énergie qui débute sur des bases relativement saines économiquement par rapport au premier prix des ENR électriques, ça reste un coût de 90 € qui est au mégawattheure, qui est au-dessus du coût de l'énergie fossile qui est censé remplacer. C'est la transformation de notre réseau vers des logiques d'un réseau plus décentralisé, et c'est une coopération effectivement multilatérale, multi-acteurs au niveau des territoires pour que ça marche, avec à la fois les agriculteurs, le segment de l'agriculture, les gaziers, les industriels, les ONG. Voilà. Merci Catherine. Je t'en prie. Ne pars pas tout de suite. Ouais. Une toute petite question. Oui. Comme tu l'as dit, ça fait pas très longtemps que tu es chez GRDF. Oui. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué en termes d'évolution, d'innovation, de faits marquants sur cette filière depuis que tu es arrivé? Qu'est-ce qui t'a marqué à toi, à titre personnel? Alors effectivement, ça fait 2 ans et demi que je suis là. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'effectivement, il y a à la fois une sorte d'alignement d'acteurs très diversifiés en faveur du développement de cette ENR qui est émergente. C'est pas une histoire de gazier seulement. On voit des territoires, des collectivités territoriales qui y croient, qui s'impliquent. On voit des ONG qui sont très partie prenante et qui sont dans la co-construction sur comment développer de façon durable cette ENR. On voit des banquiers, des financeurs, des investisseurs, des fonds d'investissement. Les pouvoirs publics ont avancé pour essayer de donner un cadre juridique au développement de cette ENR. Donc on sent vraiment un alignement de planètes, d'acteurs extrêmement mobilisés et énormément de passion sur ça, ce qui est très... Et c'est une conjonction d'acteurs très différenciés qui sont très rapidement mis autour de la table. Là, on le voit en l'espace de 2 ans et demi. Moi, je vois une évolution, une structuration qui est relativement remarquable, rapide, et je pense vraiment porteuse de belles promesses. Merci pour ton retour.